Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité et nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec David Jayes, essayiste et enseignant à Sciences Po, avec Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et avocat, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Que veut Poutine ?» Il est ainsi chapeauté. Au cœur du système poutinien, il faut imaginer une énorme fabrique de brouillage impulsant le chaud et le froid, créant la confusion et l'inquiétude sur la scène internationale. Le président Poutine, quand bien même le PIB de son pays ne dépasse pas celui de l'Espagne, affole les chancelleries et parvient à se placer au centre de la conversation mondiale. C'est ainsi qu'à la tête d'une armée modernisée de 900 000 hommes, il se retrouve à la table de négociation avec toutes les cartes en main. Depuis plus de 20 ans qu'il règne, la question reste ouverte. Que cherche-t-il ? Qui est-il ? Bien entendu, ce numéro a été élaboré avant l'invasion de l'Ukraine, mais il n'en reste pas moins que son contenu reste éclairant. Dans le cadre de nos BADA, si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier le premier de 2 entretiens avec Olivier Mantéi, directeur général de la Philharmonie de Paris. Son livre « Dessous de scène », publié aux éditions de l'Arche, traite à saut et à gambade des questions d'esthétique, de la fragilité des égos d'artistes, des rapports de la culture et de la politique, de l'héritage de Peter Brook et finalement de l'ordinaire, d'un métier hors de l'ordinaire. J'aurai le plaisir d'aller à la rencontre des auditeurs et des futurs auditeurs du Nouvel Esprit Public à l'abbaye de Saint-Jacques dans les Côtes-d'Armor vendredi prochain, le 4 mars à 18h à l'occasion d'une causerie intitulée « Faut-il réinventer la presse ?» Enfin, les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne le 6 mars sont ouvertes sur notre site. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel puisque en mai et en juin, l'école alsacienne ne peut plus nous accueillir parce que ses élèves préparent, répètent des pièces, des concerts, et d'habitude nous allions à la mairie du 9e qui nous accueillait forte. Mais en période électorale, aucune mairie ne peut accueillir une manifestation, un événement comme le nôtre, et par conséquent, si des auditeurs ont des idées pour le mois de mai et pour le mois de juin, elles sont les bienvenues. Passons maintenant au sujet qui préoccupe tous et chacun, celui de la guerre en Ukraine. Le président russe a annoncé jeudi qu'il lançait une opération militaire spéciale en Ukraine, invoquant l'appel à l'aide que lui auraient envoyé les séparatistes du Donbass. Des blindés russes ont aussitôt franchi la frontière qui sépare les deux pays, tandis que des frappes aériennes ont été lancées dans toute l'Ukraine. Les premières cibles ont été les aéroports et les aérodromes militaires. D'autres bâtiments militaires et civils ont été détruits, comme la tour de télévision de Lutsk ou des bases militaires. Les combats les plus durs se déroulaient jeudi dans la province orientale du Donbass. Vladimir Poutine a déclaré lundi l'indépendance des républiques séparatistes de Donetsk et de Luhansk. Tout en le niant, l'armée russe est déjà intervenue dans cette région en 2014 et en 2015, et le conflit a fait 14 000 morts. En 2014, l'Ukraine avait également perdu la péninsule de Crimée, annexée par Moscou. Le Kremlin réclame désormais notamment que Kiev reconnaisse la Crimée comme appartenant à la Russie et que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN, mais aussi qu'elle déclare sa neutralité ainsi que sa démilitarisation. Jeudi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a dénoncé l'attaque qualifiée de guerre d'agression et appelé le monde à arrêter Poutine. Dans une brève allocution à la nation, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proclamé la loi martiale dans tout le pays et appelé les Ukrainiens à rester chez eux et à garder leur calme. Les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, la Finlande, la Suède ont condamné l'attaque. Les États-Unis, qui ont promis leur soutien à l'Ukraine, déposeront d'ailleurs un projet de résolution au Conseil de sécurité condamnant la Russie, qui dispose d'un droit de veto. Différents rendez-vous se sont déroulés jeudi sur la scène internationale afin de permettre à l'Occident de se coordonner et de déterminer quelle réponse apporter à cette invasion de l'Ukraine. Jean-François Colosimo, l'historien et théologien, observe que dans le Figaro que, je cite, « Poutine sait que ni l'Amérique ni l'Europe ne sacrifieront un soldat dans ce conflit. Le prix sera de nouvelles sanctions économiques dont il s'est débrouillé jusque-là. » Fin de citation. Poutine, déjà soumis à des sanctions internationales depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, a autonomisé son pays
Les réserves de la Banque centrale russe sont au plus haut, son stock d'or a été multiplié par 5 et la Russie a développé un système alternatif au système SWIFT qui assure les paiements internationaux sécurisés. En Russie, la responsabilité dans la montée des tensions est clairement attribuée à l'extérieur. Mi-janvier, alors que la confrontation avec l'Ouest était déjà engagée, 50% des sondés russes en tenaient les États-Unis et l'OTAN pour responsables. 16% l'Ukraine elle-même et seulement 4% la Russie. Selon un sondage publié par CNN le 23 février, 50% des Russes estiment que Poutine a raison d'utiliser la force pour empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, contre 25% qui pensent le contraire et 25% qui ne se prononcent pas. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Ce qui se passe en Ukraine nous fait changer de monde. Donc, c'est l'invasion par la Russie d'un pays souverain, démocratique, de 44 millions d'habitants, et c'est sans précédent depuis 1945. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'objectif de Vladimir Poutine ne se limite pas à Kiev. Il l'a très bien dit dans le projet de traité qu'il a adressé aux États-Unis et à l'OTAN. Son but, c'est de reconstituer l'Empire soviétique. Et donc, de même que tous ceux qui ont fait le pari qu'il s'arrêterait à l'Ossétie et à l'Abkhazie en 2008, tous ceux qui ont fait le pari qu'il s'arrêterait à la Crimée et au Donbass en 2014 se sont trompés. Aujourd'hui, tous ceux qui pensent que cette guerre s'arrêtera simplement à Kiev se fourvoient également. C'est une guerre globale qui est lancée contre l'Europe, contre la démocratie, et qui utilise tous les moyens des conflits hybrides. On a donc le retour de la guerre sur le continent, mais on a aussi les cyberattaques, le chantage au gaz et aux migrants, la désinformation et le soutien des forces populistes. Alors, ce qui est frappant, c'est de regarder l'asymétrie qui s'est creusée et qui, de fait, n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé à la fin des années 30. Donc, d'un côté, on a une démocrature et un homme fort qui gère parfaitement l'agenda diplomatique et stratégique. Cette opération a été préparée méthodiquement sur le plan idéologique, avec le mythe d'un encerclement de la Russie par l'OTAN et d'un génocide des minorités russophones d'Ukraine. Au plan militaire, avec l'accumulation et la modernisation des forces russes. Au plan diplomatique, avec l'accord qui a été passé avec la Chine de Xi Jinping le 4 février. Et puis au plan économique et financier, on l'a rappelé, avec les réserves de change et la coupure progressive vis-à-vis des circuits économiques et financiers occidentaux. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a vu une incroyable légèreté, le déni devant la nature réelle du régime de Vladimir Poutine, le déni devant ses revendications territoriales, le déni devant la militarisation forcenée du pays et le déni devant les coups de force. C'est vraiment un aveuglement volontaire et qui a été prolongé par des choses extrêmement préoccupantes. D'abord, la division des Européens, c'est le Brexit, évidemment, avec le tiers de la capacité militaire britannique. Le départ des Britanniques représente la perte de le tiers de la capacité militaire de l'Union. Et puis, évidemment, Donald Trump, qui a fragilisé l'OTAN et qui a finalement fait ce dont Staline avait rêvé, mais que Staline n'avait pas réussi à faire. Rajoutons cette chose incroyable, la construction de la dépendance au gaz sous prétexte de transition énergétique et le fait que la Commission européenne a réussi à faire du prix du gaz russe le prix directeur de l'énergie sur le continent européen. Donc voilà l'asymétrie. Alors maintenant, les choses sont très claires, c'est que ce qui se passe et le défi que lance aujourd'hui Vladimir Poutine, c'est vraiment une menace mortelle pour l'Europe. Et donc, il va falloir qu'on se décide. Soit on réagit, on mobilise, on change drastiquement de mode de pensée et d'action, soit la démocrature russe va, de manière indirecte ou plus directe sur certaines parties du continent, liquider la liberté politique en Europe. Donc, il faut réarmer, mais ce n'est pas seulement un réarmement militaire, c'est un réarmement qui est aussi économique, politique et idéologique. Donc, il faut rétablir une dissuasion efficace vis-à-vis de Moscou. Ça suppose évidemment un changement radical des Européens vis-à-vis des problèmes de sécurité. Ça suppose également que les États-Unis se réengagent en
en Europe. Et ça suppose aussi de répondre à tous les moyens de la guerre hybride. Donc, c'est incroyable de continuer à laisser des cyberattaques sans aucune réaction. C'est incroyable de laisser la désinformation pouvoir se faire librement dans nos pays. Et il faut donc raisonner maintenant en termes de souveraineté, de sécurité. Donc, c'est vrai de l'industrie, c'est vrai de la technologie, c'est vrai de l'énergie, et c'est aussi vrai de l'alimentation. Donc je finirai simplement en vous rappelant une phrase de Raymond Aron qui disait la chose suivante: « Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elles le veuillent. » Et en réalité, c'est ça cette question qui est posée. En réalité, nous avons beaucoup de ressources et de moyens de contrer la Russie de Vladimir Poutine. La seule vraie question, c'est est-ce que nous le voulons encore ? David Jays. Oui, alors d'abord je souscris à ce qu'a dit Nicolas. C'est un événement historique sans précédent. Dans une décennie qui accumule les événements historiques sans précédent, mais tout de même une guerre d'agression pure et simple au cœur du continent européen, avec la neutralisation des capacités militaires et des infrastructures ukrainiennes, avec la présence de troupes au sol, de forces navales, de forces aériennes, et une invasion au fond par plusieurs fronts, le Bélarus, la Crimée, la Russie, avec cette fin, même si les événements sont en cours, qui est probablement de faire tomber le régime ukrainien, pas d'obtenir des concessions territoriales ou un nouveau traité reconnaissant une plus grande autonomie aux provinces séparatistes. Donc 2022, de ce point de vue-là, entrera dans l'histoire. C'est une violation flagrante de l'ordre international. Et face à cela, les pays occidentaux, Europe, États-Unis, qui sont attachés au fondement de cet ordre international, se trouvent dans l'impuissance. Il n'y a pas un homme au sol. On peut comprendre la décision de ne pas envoyer un homme au sol en soutien à l'armée ukrainienne qui est faible, mais pourquoi l'avoir énoncé expressis verbis en amont de la crise ukrainienne? Quant aux sanctions qui ont été annoncées à la fois par l'Union européenne et par les États-Unis, même si elles démontrent l'unité du camp occidental, ce qui n'était pas gagné quand on sait la position traditionnelle de l'Allemagne, par exemple, vis-à-vis de la Russie, elles sont encore assez molles. On sent une grande prudence à la fois de la part des Italiens et de la part des Allemands, qui ont des intérêts divers vis-à-vis de l'oligarchie, vis-à-vis du gaz, vis-à-vis d'un certain nombre d'intérêts géostratégiques russes. On ne touche pas au système SWIFT pour le moment, et les avoirs et les actifs des oligarques, très importants en Europe, sont encore relativement indemnes. Alors comment tout cela va-t-il se terminer ? Je n'ai pas de boule de cristal et il est assez difficile de déchiffrer les intentions réelles de Poutine. Son opposant Kasparov, joueur d'échecs notoire, disait « Poutine n'est pas un joueur d'échecs parce qu'il ne respecte pas les règles du jeu. Je pourrais ajouter, en m'appuyant sur ce dicton populaire, qu'il fait un peu penser au pigeon. C'est-à-dire, il renverse les pièces du jeu, défèque sur le jeu et se pavane fièrement après l'avoir fait. Cependant, ce serait une erreur de penser qu'il est irrationnel. Nous raisonnons en Occident en termes technico-économiques essentiellement, et nous voyons les gouvernements se succéder avec une très faible mémoire et une capacité de projection historique de plus en plus limitée. Quant à lui, je dirais qu'il raisonne plutôt en termes mystico-politiques. Il a déclaré que les frontières étaient une chose mouvante, ce qui montre qu'il est non pas un homme du XXe siècle comme certains le pensent, mais bien davantage un homme du XIXe siècle, c'est-à-dire un homme des empires. Et par parenthèse, il est un petit peu sidérant de voir les souverainistes français d'extrême gauche ou d'extrême droite si attachés aux nations chanter les louanges de quelqu'un qui, lui, ne respecte pas la souveraineté des autres nations. Quant à Poutine, il est obsédé par la reconstitution, à mon avis, non pas des frontières de l'Union soviétique, mais plutôt de la Russie d'avant 1917, de l'Empire russe, dans un contexte de déclin démographique et économique absolument catastrophique de la Russie, mais aussi, et on ne le dit pas suffisamment, de montée en puissance de la minorité musulmane via les républiques d'Asie centrale. Et pour cette raison, à la fois le Bélarus et l'Ukraine, qui sont les autres nations slaves, sont absolument centrales pour lui. Je vous rappelle qu'il a fait ériger une gigantesque statue du prince Vladimir qui, en 1988, Vladimir le Grand, avait prêté allégeance à l'orthodoxie et qui était le roi de la Rousse kievienne, donc de la Russe ukrainienne qui s'est translatée vers Moscou seulement au XIIIe siècle.
La dernière chose que je voudrais dire, et là je souscris aussi aux propos de Nicolas, c'est sidérant de voir à quel point les démocraties n'apprennent pas de leurs erreurs. Poutine, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'a pas perdu une seule guerre. Alors que dans le même temps, l'Occident a enchaîné les déconvenus. Et pourtant, c'est toujours la même mécanique qui se met à l'œuvre, que ce soit en Tchétchénie, en Géorgie avec l'Ossétie et l'Abkhazie, ou même en Syrie d'une autre manière. On voit bien que à chaque fois, s'agissant par exemple de la Géorgie, il suscite de l'irrédentisme, et sous prétexte de venir en aide à des régions russophones, russisantes, pro-russes, en réalité, il étend ses frontières et il étend le pouvoir de la Russie en installant des satrapes, comme le faisaient les empereurs achéménides à la tête de pays croupions. Et ce qui est absolument sidérant, c'est de voir que nous n'avons pas appris de cette succession de guerres qui ont été gagnées par Vladimir Poutine. Une toute dernière chose, peut-il tenir dans la durée ? Parce que tout de même, l'Ukraine, c'est un immense pays, 45 millions d'habitants, le pays le plus étendu de l'Europe. L'armée russe est certes puissante, mais la Russie n'est pas puissante. Je crois que ça dépendra énormément, et cela n'a pas été suffisamment dit, de la Chine. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura vraiment une alliance avec la Chine ? Et là, ce serait un événement absolument majeur pour l'ordre international, ou est-ce que la Russie va se retrouver de plus en plus isolée ? Les semaines qui viennent nous le diront. Ou est-ce que la Chine sera occupée à s'intéresser à Taïwan ? Lucille Schmid. Oui, moi je voulais, Philippe, repartir des mots de Volodymyr Zelensky, qui d'abord a dit très clairement ce matin, ces derniers jours... Ce matin, c'est vendredi. Ce matin, c'est vendredi, pardon. Ces derniers jours, nous avons besoin d'une coalition anti-guerre, c'est-à-dire qu'il a dit très clairement, en fait, aux pays européens et aux États-Unis, que la guerre était là, et que, quelque part, Vladimir Poutine avait planté un poignard au cœur de l'Europe. Donc il a appelé les choses par leur nom, et je crois que c'est un des problèmes de nos démocraties fragiles, comme le révèle cette offensive de Vladimir Poutine, c'est qu'en fait, notre fragilité démocratique nous conduit à ne pas nommer, à repousser, à ne pas regarder les choses telles qu'elles se passent. Et Volodymyr Zelensky s'est aussi adressé aux Russes. Il a parlé en russe, en disant « Cela nous rappelle l'offensive nazie de 1941 ». Je trouve ça très intéressant parce qu'en s'adressant en russe à la société russe, il a d'une part mis l'accent sur le fait qu'il y a entre l'Ukraine, les sociétés ukraines et russes, des liens réels, et que Vladimir Poutine, depuis des mois, à travers la télévision, à travers les médias russes, distille un langage, non pas seulement nationaliste, mais un langage au fond complotiste, en disant qu'il va sauver les Russes d'une offensive, puisqu'il dit, lui, dénazifier l'Ukraine. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'agite-propre qui est en train de se jouer là-dessus, et ça c'est aussi un outil extrêmement puissant qu'utilise Vladimir Poutine et que nous n'avons pas su regarder en face. Comment est-ce que depuis des mois et des mois, la désinformation est à l'œuvre ? Je rappelle ce qui s'était passé au moment du Brexit, je rappelle Cambridge Analytica, donc je rappelle ce qui s'est passé aussi en 2017 au moment de l'élection présidentielle en France. Donc on a affaire à quelqu'un qui effectivement utilise l'ensemble des armes à sa disposition. Je rappelle aussi que Vladimir Poutine utilise le terme de démocratie souveraine pour qualifier le régime russe, c'est-à-dire qu'il nous dénie le fait qu'il n'est pas une démocratie. Et dans cette situation, je trouve que cette adresse de Volodymyr Zelensky doit être prise au sérieux et que la question, au fond, qui est devant nous, c'est est-ce que les Ukrainiens n'étaient pas en train de réussir aux portes de Moscou, aux portes de la Russie, l'établissement d'une véritable démocratie. Ça fait maintenant des années que les Ukrainiens essaient de construire cette démocratie à travers différentes étapes, révolution orange, etc. Et que, au fond, cela dérange Vladimir Poutine, non pas seulement parce qu'il veut mettre en place un empire russe, non pas seulement parce qu'il veut s'inscrire dans l'histoire, mais aussi parce que la démocratie le dérange et que quelque part, ce qui est aussi très intéressant dans ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'il y a eu des manifestations en Russie, des manifestations certes modestes, qui ont été immédiatement réprimées avec la plus grande dureté par le régime russe, mais que quelque part, cette question de la lutte entre l'antidémocratie et la démocratie, comme le dit Amit Bozarslan dans son excellent livre de ces derniers mois, c'est une lutte qui nous concerne tous et qu'au fond, nous devons nous intéresser à la question d'être des démocraties fragiles, mais non pas des démocraties faibles. Là-dessus, je voulais rebondir sur ce qui s'est passé au niveau européen ces derniers jours également, sur la question des sanctions. On voit bien qu'il y a une division entre les pays européens, notamment entre la Pologne et l'Allemagne, sur ceux qui sont partisans de sanctions extrêmement dures. Les Polonais sont en première ligne par rapport à l'arrivée. Les États-Unis disent qu'il va y avoir 5 millions de réfugiés ukrainiens dans les
les semaines qui viennent. Ils sont en première ligne par rapport à la Russie. Et puis, il y a l'Allemagne qui, au fond, depuis des années, joue un jeu de modération par rapport à la Russie, on peut dire. Et quelque part, est-ce que jouer ce jeu de modération par rapport à la Russie, on le sait, Gerhard Schröder, ancien Premier ministre allemand, est très actif sur le gazoduc Nord Stream 2. On le sait, il y a des intérêts croisés, en fait, des intérêts économiques croisés. Comment est-ce que nous allons jouer sur la question de l'arme économique alors que nous avons quelque part une imbrication très forte par rapport à la Russie? Ça a été rappelé notamment par Nicolas Bavrez. Nous avons une dépendance au gaz qui est profonde. Nord Stream 2 en témoigne. Il y a maintenant des mois que le débat, d'ailleurs interne, même à la coalition qui est au pouvoir en Allemagne, parle de cette question de qu'est-ce qu'on fait par rapport à Nord Stream 2 et à Poutine. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, est une verte. Qu'est-ce qu'elle va jouer par rapport à Olaf Scholz, qui a une position d'extrême modération oui, extrême. Enfin, Matthias n'est pas d'accord. Matthias Fekl va peut-être contester ce point, mais en tout cas, modération par rapport à la question de comment est-ce qu'on joue les choses à moyen terme. Est-ce qu'on prend des mesures, entre guillemets, nucléaires par rapport à ce qui se passe? L'ensemble des sanctions qui ont été prises à la fois aux États-Unis et au niveau européen sont des sanctions de moyen terme, alors même que la guerre menée par Vladimir Poutine fait le pari d'une guerre éclair. Matthias Fekl. D'abord, je partage tout ce qui a été dit sur l'extrême gravité de la situation, et même son caractère tragique. J'y ajouterais, mais elle est partagée, beaucoup d'émotions. Je me suis rendu il y a 5 ans en Ukraine, et tout au long de ces journées, je pense que ces pensées demeureront longtemps encore aux gens rencontrés là-bas. Nos expatriés, extraordinaires, mais aussi, et bien sûr, les Ukrainiens, que ce soit près de la ligne de front, dans des villages pour certains dévastés, devenus fantômes, que ce soit l'hôpital de Mariupol, où la France avait porté des équipements pour soigner les blessés civils, parce que une guerre, c'est ça, c'est des blessés, du sang, des corps en lambeaux, des morts, de la douleur. C'est d'abord ça, la guerre. Et puis à ces jeunes magnifiques du lycée de Mariupol qui, sans jamais avoir mis un pied dans notre pays, parlent un français sublime, aiment notre littérature. Ils ont une 20aine d'années aujourd'hui et je pense à eux sans cesse. Voilà, je voulais dire ça en introduction. Ensuite, tout cela vient de très loin. Et il faudra faire un jour, en France, en Europe, le bilan des naïvetés parfois sincères, des complaisances coupables, souvent cupides, de tous ceux qui, depuis des années, assènent l'idée que sous couvert de parler à Poutine, bien sûr, la France doit parler à tout le monde. En réalité, il faut quasiment adopter ses vues. Ça s'est répandu beaucoup dans la société française, dans de nombreux milieux économiques. J'ai eu des entretiens hallucinants de ce point de vue-là, d'un certain nombre de responsables qui pensaient finalement que sous couvert de faire du business en Russie, les grandes démocraties devaient à peu près tout accepter. Donc la situation d'aujourd'hui, elle nous montre aussi à quoi mènent les renoncements dans les esprits, les renoncements moraux. Vladimir Poutine veut plusieurs choses et elles ont été fort bien analysées avant moi. D'abord, l'hégémonie, reconstruire l'empire, reconstruire les frontières de l'URSS. Je n'en sais rien, mais en tout cas, une hégémonie territoriale, économique et intellectuelle sur toutes les marges de la Russie, comme il dirait. Et ça peut aller très loin, parce que l'aspect démographique est très important, et les populations russophones, tout autour de la Russie actuelle, sont nombreuses. Donc il est possible que des conflits comme ça se multiplient. Et puis, il veut attaquer notre modèle démocratique. Il veut attaquer ce que nous sommes, les grandes démocraties libérales. C'est ça qu'il ne supporte pas. En réalité, en Ukraine, qu'est-ce qui se passe depuis les manifestations du Maïdan? C'est la volonté de la société civile ukrainienne, d'une partie de ses élites, avec beaucoup d'imperfections, beaucoup de difficultés, beaucoup aussi encore de corruption souvent, mais une volonté de construire un modèle démocratique proprement ukrainien qui fonctionne, de lutter contre cette corruption. Moi, j'ai rencontré des gens d'un courage extraordinaire qui se battent contre les dérives mafieuses qui existent dans ce pays. Et ce que ne supporte pas aujourd'hui Vladimir Poutine, c'est qu'aux portes de la Russie s'installe un modèle qui, en creux, montre
l'échec total de sa propre politique, qui paupérise la Russie, qui est dans une dérive mafieuse complète, avec une oligarchie au pouvoir qui, évidemment, a une lourde responsabilité. Alors, un dernier point, c'est maintenant, que faire sans qu'il y ait aucun yaka faucon. Et chacun, là aussi, dans le débat politique, doit se méfier, à mon avis, des oukases et des solutions faciles. Mais il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, les sanctions. Les sanctions, le premier paquet de sanctions qui a été adopté, tant par l'Union européenne que par les États-Unis, est fort pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est rapide. C'est nouveau, ça. L'Europe, jusqu'à maintenant, elle mettait des mois et des mois à tergiverser, à se mettre d'accord sur les sanctions. Là, en quelques jours, un paquet de sanctions important, un premier paquet, est sur la table. Il y a la question de l'Allemagne, et c'est évident que les positions ne sont pas alignées entre la France et l'Allemagne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, l'actuel chancelier, me semble-t-il, avec notamment la remise en cause de Nord Stream 2, a quand même décidé d'un tournant majeur par rapport à ce qui était un non-dit, un tabou, une espèce de sous-jacent de la politique allemande jusqu'à maintenant. C'était un projet qui a été depuis des années considéré comme structurant dans toute l'opinion politique allemande, y compris parce qu'il détermine en partie la politique énergétique, le mix énergétique allemand tel qu'il se construit aujourd'hui. Et donc, le fait même de remettre en cause ce projet, à mon avis, est un point d'appui important qu'il ne faut pas sous-estimer, dont il ne faut pas sous-estimer la portée. C'était ça, tout à l'heure, la réaction à ce que disait Lucile. Ensuite, il y a une question qui est la réaction des Russes eux-mêmes. Le courage incroyable des manifestants aujourd'hui dans plusieurs villes de Russie contre cette guerre est admirable. Que va-t-il devenir dans un pays extrêmement autoritaire et répressif? Nous verrons. Comment réagiront les oligarques eux-mêmes lorsque, comme ils doivent l'être, ils seront frappés? Il y aura là des dynamiques importantes à observer. Je conclus pour dire que, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, ce qui est en cause aussi, c'est la fragilité ou la force des démocraties dans leur réponse. C'est ça aussi qui se joue maintenant. Leur détermination, si elle reste présente jusqu'au bout, peut en tout cas changer la donne et changer le cours des choses, mais ça veut dire pas de naïveté sur la sécurité, pas de naïveté sur la désinformation, les cyberattaques qui existent partout, les manipulations de l'opinion qui se font jour. Il faut là-dessus vraiment un sursaut civique et un sursaut moral en France comme ailleurs qui est indispensable dans ces temps tragiques. Nicolas Bavrez. Je crois que c'est vraiment la question, parce que en réalité, on voit bien que jusqu'à présent, on a raisonné en termes économiques et techniques, comme il a été dit. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça nous ramène à la réalité de la politique, qui est un monde de rapports de force et qui est un monde aussi de violence. Donc, derrière, il y a toutes ces idées fausses sur la fin de l'histoire, la fin de la puissance, la fin des empires, la fin des États, dans lesquels on s'est laissé entraîner, sans voir que, en tout cas, il y a toute une partie du monde qui ne se reconnaissait absolument pas dans ces idées-là. Et donc, il ne s'agit pas du tout, j'allais dire, c'est un peu comme face au djihadisme, il ne s'agit pas de sacrifier l'état de droit pour répondre au djihad, et il ne s'agit pas d'utiliser les moyens des démocratures pour leur répondre. En revanche, il faut absolument que on arrive à changer complètement de posture et à savoir raisonner en termes de puissance et de rapport de force. Et il faut être très clair, le message de Vladimir Poutine, quelles que soient les sanctions, et même si elles sont plus rapides et peut-être plus efficaces, mais Vladimir Poutine ne sera jamais arrêté par des sanctions. Donc aujourd'hui, il faut rétablir un rapport de force qui soit un rapport de force global, pas seulement militaire, mais qui intègre la dimension militaire et technologique pour protéger nos démocraties et la liberté. Et la question que ça pose derrière, parce que c'est une vraie question de souveraineté, parce que finalement, derrière tous ces renoncements, ces abandons en matière d'énergie, en matière de désarmement, en matière d'alimentation, le fait qu'on ait complètement arrêté de raisonner en termes de... Ce qu'il y a derrière, c'est qu'on a cherché systématiquement les prix les plus bas
pour pouvoir délivrer du pouvoir d'achat aux citoyens européens. Et donc, la vraie question qui est derrière, et qui est une question qui va se poser avec une grande acuité, c'est comment est-ce que politiquement, on explique et on assume le fait que le citoyen européen, s'il veut rester libre, va devoir payer le prix de la liberté. Donc, il faut qu'on accepte de payer notre énergie plus cher. Il faut qu'on accepte de renoncer à l'idée folle qu'on n'a pas besoin d'énergie parce qu'on doit faire de la conversion. On a un besoin vital d'énergie. Alors, il faut réfléchir à la manière dont on la produit. Mais la sécurité énergétique est quelque chose de fondamental. Et c'est la même chose sur l'industrie, la technologie et l'alimentation. Donc, sur l'alimentation, par exemple, la sécurité alimentaire du continent s'est dégradée de manière incroyable. On dépend maintenant à plus de 20% d'un certain nombre de fournisseurs. Donc, derrière, il y a cette vraie question, comment expliquer et faire accepter, non seulement faire accepter, mais engager les citoyens européens dans une démarche qui fait qu'on accepte de payer maintenant le prix de la sécurité. David Jayes. Oui, alors je voudrais faire très rapidement 4 remarques, comme dirait Jean-Louis Bourlange. S'inquiète. En étant bref, bien sûr. Ouais. Ça s'appelle proférer des menaces. Non, je voudrais d'abord alerter sur le danger au-delà effectivement du martyre qu'est en train de subir le peuple ukrainien, et je m'associe à l'émotion de Mathias, alerter sur le danger qu'une victoire stratégique totale de la Russie en Ukraine représenterait pour d'autres États, y compris les États baltes, qui sont à l'intérieur de l'Union européenne et de notre architecture de sécurité. Parce que, après tout, certes, les États baltes, contrairement à l'Ukraine, sont membres de l'Alliance Atlantique, mais quand on voit la mollesse aujourd'hui de l'Occident vis-à-vis de cette agression, on peut se demander si on mettrait toutes les garanties de sécurité pour défendre ces populations et ces pays. La deuxième chose, c'est l'isolement et même la paranoïa de Poutine n'est pas pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est au pouvoir depuis 22 ans, il est entouré par une clique mafieuse d'oligarques dans cette économie de prédation qui est devenue la Russie et de responsables de l'appareil de sécurité qui a énormément gonflé ces dernières années. Et il est, en particulier depuis le Covid, particulièrement coupé de ce qui se passe dans le monde. Merkel, en 2014, avait déjà dit qu'il était coupé de la réalité. Troisième remarque, la Russie, c'est un pays qui est une puissance eurasiatique. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dépositaires de la culture européenne, occidentale, du christianisme, mais ils ont aussi une très bonne connaissance, historiquement, du monde asiatique, de l'Extrême-Orient, etc. Et je crois qu'ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Et ils jouent de cette connaissance qui est la leur de l'Occident, alors que la réciproque n'est pas nécessairement vraie. Quatrième et dernière remarque, effectivement, il ne faut pas taire l'impact énergétique. Et c'est pour ça que je trouve qu'on est un peu léger quand on dit qu'on inflige des trains de sanctions très durs aux Russes. Les mesures de rétorsion aussi seront là, elles sont déjà là, et elles vont avoir des conséquences pour les consommateurs européens. On voit déjà les prix du gaz qui continuent leur course folle. Et à ce titre, on peut quand même rappeler à quel point l'Allemagne a fait un choix à la fois énergétique et géopolitique catastrophique en liquidant le nucléaire et en privilégiant les importations gazières avec, il faut quand même le dire, des membres du SPD qui ont des liens plus qu'étranges avec certains oligarques ou certains intérêts russes. Je pense à Schröder, par exemple, qui aujourd'hui est au conseil d'administration de Gazprom et qui refuse d'en démissionner, ou à Marion Scheller. Et ça, il faut quand même avoir le courage de dire ces choses-là aussi. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble très important, c'est qu'on voit bien que lorsqu'il y a la guerre au cœur de l'Europe, l'ensemble de nos manières de penser et d'agir sont complètement bouleversées. Je rappelle que quand Ursula von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne en 2019, elle a dit « Mon moment sera un moment pour l'Europe géopolitique, écologique et numérique ».
Et au fond, aujourd'hui, les choses sont vraies. C'est un moment géopolitique, mais aurait-on pensé que ce moment géopolitique soit celui de la guerre ? Quand on voit sur la question écologique verte, on voit bien que tout ce qu'on vient de dire remet en cause complètement l'idée, par exemple, que l'Europe puisse devenir une puissance par le biais de l'écologie. C'est-à-dire qu'on voit bien que, à très court terme, ce sont les attributs de la puissance militaire et la question de comment est-ce qu'on traite la guerre qui redevient le centre du jeu, alors même qu'on s'imaginait peut-être que l'Europe allait devenir une puissance grâce au soft power ou grâce à l'idée de négocier avec les uns et les autres. Et on voit bien que cette question qu'on n'a jamais réussi à résoudre, qui est comment faut-il parler à Vladimir Poutine ? Deuxième question, faut-il avoir peur de Vladimir Poutine ? Nous n'avons jamais réussi, en tant qu'Européens, à apporter des réponses cohérentes et adaptées à ces questions. Donc la question pour l'Europe de compter sur la scène internationale, maintenant, elle se repose autour d'attributs de la puissance que nous avions envie d'imaginer quelque part dépasser. Ce que je voulais dire ensuite, c'est que ça ne signifie pas que les autres chantiers doivent être laissés de côté, mais que la question ensuite, c'est de s'adresser aux opinions publiques. Et lorsque je lis les déclarations, notamment des États-Unis ou de l'Union européenne, en disant malheureusement, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc nous ne pouvons rien faire. Je résume les choses de manière un peu brutale, mais lorsque j'ai vu qu'un des premiers éléments des discours qui sont tenus, c'est de dire l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, alors même que depuis des années, depuis 2008, en fait, l'Ukraine avait posé la question d'appartenir à l'OTAN, je me suis dit, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de dire, c'est la même chose lorsqu'on dit nous n'engagerons pas de soldats, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de dire d'emblée que l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN ? Est-ce que c'était vraiment une affirmation qu'il fallait mettre en avant ? Parce qu'en disant ce genre de choses, nous confortons Vladimir Poutine dans le fait qu'il est en position de force. Troisième chose enfin, la question de la Chine qui avait été abordée par David Jez il y a quelques instants. Cette question est essentielle parce qu'aujourd'hui, la Chine adopte une posture de prudente neutralité et comme ça a été rappelé par Nicolas Bavrez, elle a signé un accord le 4 février avec la Russie, mais l'agression caractérisée, la guerre caractérisée, ça repose la question de puissance contre puissance et comment est-ce que la Chine pourrait analyser le fait que la Russie ose faire des choses qu'elle n'a pas encore osé faire par rapport à Taïwan. Est-ce que ça signifie qu'elle fera la même chose par rapport à Taïwan ou est-ce que ça signifie qu'elle s'éloignera de la Russie et prendra une position plus critique vis-à-vis de la Russie ? Je pense que ce point est vraiment fondamental. Enfin, dernier point, on voit bien que par rapport à la question de la présidentielle française, Emmanuel Macron, qui se trouve être en même temps président du Conseil de l'Union européenne, en tire une posture de chef de guerre qui est une posture essentiel. Il voulait être chef de guerre de la pandémie. Il est aussi, d'une certaine manière, aujourd'hui chef d'une guerre par rapport à l'Union européenne. Lui qui avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Je pense que là-dessus, il y a évidemment une transformation profonde des débats de la présidentielle, alors même qu'Emmanuel Macron n'est pas encore ouvertement et officiellement candidat. Comment est-ce que cela aura un impact ? Est-ce que ça va modifier les résultats de cette présidentielle, la campagne de cette présidentielle ? Je pense que c'est un élément essentiel. Et comment est-ce qu'Emmanuel Macron et les candidats à la présidentielle française feront valoir la question de la fragilité démocratique et le fait de renforcer nos démocraties dans ce moment présidentiel. Je trouve que brusquement, la campagne présidentielle en France prend un nouveau tour, peut-être plus intéressant. Mais les appels que vous avez faits, ou que vous avez relayés les uns et les autres aux différents changements qu'il nous faudrait accomplir, est-ce qu'il ne faut pas les resituer dans un cadre dans lequel plus du tiers de l'électorat s'apprête à voter ou déclare, en tout cas dans les sondages, qu'il voterait pour des candidats qui trouvent ces régimes admirables, qui, comme Jean-Luc Mélenchon expliquait que ce n'était pas Poutine, mais les États-Unis qui agressaient l'Ukraine, avant évidemment de condamner l'invasion, c'est difficile de faire autrement, ou comme Éric Zemmour qui avait fait le même genre de choses. C'est-à-dire que dans une société à ce point divisée sur une question aussi importante que celle-là, est-ce qu'on peut raisonnablement espérer que nous opérerons les transformations et que nous axerons l'action politique sur l'indépendance, avec tout ce que ça suppose d'indépendance économique, d'indépendance énergétique, dans les conditions que Nicolas et les uns et les autres vous avez rappelées, et aussi d'indépendance par rapport à des accords qui nous lient les mains et sur lesquels il faudra probablement revenir. Mathias Feeke. Tous les candidats qui sont ambigus sur la question ukrainienne sont des menaces pour notre sécurité nationale et sont des menaces pour la sécurité, la paix et la liberté en Europe. C'est aussi simple que cela. Voilà, donc on est face à des questions essentielles et la tragédie qui est en train de se dérouler en Ukraine marque clairement une délimitation entre ceux qui sont dans un champ du débat parfaitement normal
sur des modèles de société. Je ne pense pas du tout que cette présidentielle, dans ce contexte, soit l'occasion de confronter en réalité des débats et des choix de société, puisqu'on est sur autre chose. Et puis, ceux qui veulent un autre modèle, qui veulent s'aligner sur les choix poutiniens, qui sont le contraire de tout ce à quoi nous sommes tant attachés et qui, depuis les Lumières, guident notre pays. Voilà, je pense, sans être simpliste, que le choix de ce point de vue-là est relativement aisé. Sur la présidentielle, et encore une fois, je pense que d'une certaine façon, c'est totalement en second plan face à ce qui est en train de se dérouler. La question, c'est plutôt quel est ensuite le mandat de celui qui est élu dans un tel contexte. Quel est le mandat ou quels sont les points forts qu'il présente? Moi, je pense que c'est ça qui, sans doute, sera beaucoup plus difficile pour le mandat suivant, parce qu'on voit, encore une fois, il ne peut pas y avoir un débat présidentiel serein, de qualité, approfondi, on trouve les mots que l'on veut, dans un tel contexte, c'est impossible. Nicolas Bavrez. Alors, on peut rappeler plusieurs choses. D'abord, une partie des forces populistes en Europe ont été financées, aidées par la Russie de Vladimir Poutine, soit financées directement et par ailleurs soutenues par un appareil de propagande qui visait à fragiliser les démocraties. Donc c'est vrai que le discours qui était favorable à des formules autoritaires ou à la démocrature est aujourd'hui beaucoup plus difficile à tenir, mais on sait tous que c'est pas sur la politique étrangère que l'électeur se décide généralement. C'est vrai qu'à court terme, la position du président de la République est plutôt renforcée, ne serait-ce que parce qu'il y a une asymétrie d'informations et puis il y a une position dans l'action alors que tous les autres sont dans le commentaire et le commentaire généralement sur des informations qui sont déjà dépassées. Mais ce qui me paraît très important, c'est ce qui vient d'être dit par Matthias Fekl, c'est-à-dire que cette élection va de toute manière se dérouler sur fond d'un débat qui aura été extrêmement limité et tronqué. Et ce qui va se jouer, c'est que on va avoir un énorme besoin de leadership face à un monde qui va être beaucoup plus dur que prévu. C'est un monde où l'épidémie est toujours là. C'est un monde où l'inflation est repartie d'un point de vue économique. Et c'est un monde où la guerre est à nos portes. Et je crois que rien n'a été fait pour l'instant pour faire la pédagogie de ce nouveau monde. Donc il va y avoir un double problème. Un président qui va de toute manière devoir faire face à une situation très très difficile et qui aura une base de légitimité fragile. Et puis de l'autre côté, des citoyens qui n'ont pas du tout été préparés. Et j'y reviens, c'est cette asymétrie qui est glaçante aujourd'hui entre un régime russe qui a méthodiquement préparé ce qu'il entreprenait, et de l'autre côté, des démocraties. Et là, c'est vrai que ça fait vraiment penser à ce qui s'est passé en 1938 et 1939, des démocraties qui n'ont en réalité comme seule ligne que d'échapper à tout prix à la guerre, et qui n'ont absolument pas anticipé ni préparé ces temps nouveaux. Est-ce qu'on va réussir à combler le retard ? On l'espère tous, mais ça suppose des changements drastiques. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois qu'on a peu parlé finalement des Ukrainiens et de l'Ukraine, et que la question, on l'a rappelé, Nicolas Bavrez l'avait rappelé en introduction, l'Ukraine n'est pas n'importe quel pays. Ce n'est pas une petite république du Donbass, ce n'est pas une petite partie de la Géorgie, c'est un grand pays. Et la question de la façon dont l'Ukraine peut organiser sa résistance, puisqu'on sait que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est en fait de renverser le régime démocratique et de mettre un régime aux ordres, de façon à ce que l'Ukraine soit une république satellite.
par rapport à cela, cet enjeu de comment est-ce que les Ukrainiens organiseront leur résistance démocratique et comment nous pouvons, nous, appuyer cette résistance démocratique, c'est un point essentiel. Moi, il me semble qu'on a parlé beaucoup de politique au sens où, effectivement, il y a des chefs de guerre, mais cette question de comment est-ce qu'on fait aussi pour mener, entre guillemets, une guerre démocratique, comment est-ce que les sociétés peuvent s'imbriquer, comment est-ce qu'éventuellement les Russes vont réagir, moi, c'est un point peut-être d'espoir, en tout cas de perspective que je veux ouvrir. Et puis, rappeler une chose, c'est que Boris Johnson, très affaibli au Royaume-Uni, a néanmoins pris une position beaucoup plus avant-gardiste sur la question des sanctions et a dit qu'il poserait la question des sanctions au prochain G7. Et je crois que là-dessus, le fait que nous ayons des aiguillons pour quelque part porter la question des sanctions plus loin me semble être essentiel. Il a dit ça alors même que la City pourrait être fortement impactée par des sanctions très fortes. Il me semble essentiel aujourd'hui de déconnecter ces questions financières et économiques de la question démocratique. Et je tiens à l'affirmer avec force parce qu'on sait que l'économie ne modifie pas mécaniquement, ne rend pas mécaniquement les régimes totalitaires démocratiques. On le sait maintenant. Matthias Fekl. Un mot sur l'économie qui a déjà été abordé, mais les conséquences seront importantes. Moi, je partage tout à fait ce point de vue. Et c'est pas parce qu'on considère que les valeurs et les principes fondamentaux viennent avant l'économie qu'il ne faut pas regarder les conséquences économiques, et y compris la manière dont elles vont impacter des secteurs. Le salon de l'agriculture se tient ces jours-ci, et on voit bien l'impact et sur les importations et sur les exportations, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines, y compris dans l'industrie. Il y aura des conséquences sur l'inflation, certainement, à travers les prix de l'énergie. Nicolas en a parlé, à travers les prix agroalimentaires aussi. Donc, la réponse à tout cela devra, y compris pour les démocraties, être globale. Et nous devons être lucides sur les conséquences, le prix à payer en interne à nos pays et le besoin d'une capacité à tenir. C'est ça qui va aussi se jouer dans les semaines qui viennent. Si vous voulez bien, nous allons rester là. Je pense qu'il serait inutile et même un peu indécent de tirer à la ligne. Je vous propose que nous en passions tout de suite à la dernière séquence, la séquence des brèves que j'ouvrirai en restant en Ukraine, en suggérant la lecture d'un livre déjà ancien de Robert Conquest, qui a paru aux éditions Bouquin, aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquin, et qui s'intitule « Sanglante moisson ». C'est l'histoire de la famine organisée par Staline dans la fin des années 30, dans la deuxième partie des années 30. Et je crois que c'est très important pour plusieurs raisons. C'est très important parce que cet épisode de l'histoire est très peu connu. C'est très important aussi parce que c'est un exemple d'une action menée pour des raisons à la fois idéologiques. Il s'agissait à l'origine d'éliminer les paysans riches, les koulaks. C'est aussi évidemment une stratégie qui répond à un impérialisme, et c'est enfin, je crois, une action qui relève de quelque chose qui n'est pas exactement du racisme, mais qui est le sentiment de la supériorité d'un peuple sur un autre, en l'occurrence du peuple russe sur le peuple ukrainien, ce qui est d'autant plus absurde qu'il y avait de considérables mélanges. Mais je pense que ces trois facteurs se retrouvaient dans cette famine organisée par Staline. Et aussi, c'est quelque chose d'important parce que ça explique, sans le justifier, ça explique ce qui s'est passé quand les armées allemandes, je dis allemandes parce que c'est comme ça qu'elles ont été perçues, sont entrées en Ukraine. Elles ont été perçues comme des armées allemandes et pas comme des armées nazies parce que c'était un moyen pour les uns de se venger, pour les autres tout simplement de se débarrasser de Staline et du pouvoir de Moscou. Évidemment, ça a conduit nombre d'Ukrainiens à passer d'une armée allemande à une armée nazie et à accompagner toutes les exactions que les armées nazies ont pu accomplir en Ukraine. Mais puisque cet aspect des choses est de temps en temps évoqué, qu'il est à mon avis de manière un peu trop partielle, je pense que c'est très important de se replonger dans cette histoire. Robert Conquest avait fait un travail documentaire tout à fait remarquable, et donc ça s'appelle « Sanglante moisson », et c'est dans la collection Bouquin des éditions Robert Laffont. Lucile Schmid.
Oui, merci Philippe. Moi, je voulais faire un plaidoyer pro domo parce qu'il se trouve que le prochain numéro de la revue Esprit, qui paraît ces jours-ci, a pour titre « Retrouver la souveraineté ». Point d'interrogation. Je rappelais tout à l'heure que Vladimir Poutine met en avant le concept de démocratie souveraine. Et dans le numéro de ce mois-ci, nous cherchons justement à explorer qu'est-ce que peut être la souveraineté à l'ère de la mondialisation. Comment est-ce qu'on peut, d'ailleurs, l'excellent David Jez a écrit dans ce numéro sur la question de la souveraineté à l'ère planétaire. Et comment est-ce qu'on peut, au fond, quelque part, projeter cette question de la souveraineté au niveau européen, mais aussi garder l'intensité qu'elle possède par rapport à la construction de la nation. Donc je pense que c'est assez bienvenu dans cette période, lorsque la question de la souveraineté est quelque part confisquée par les démocratures ou les antidémocraties, que nous puissions imaginer comment penser la souveraineté démocratique, et en ce sens, et non pas la démocratie souveraine, comme dit Vladimir Poutine. Et en ce sens, j'espère que ce numéro d'Esprit peut intéresser nos auditeurs. David Jez. Oui, je suis sûr que ça intéressera Nicolas Bavrez déjà, parce que effectivement la question de la souveraineté à l'ère de l'histoire universelle se posait déjà à l'époque où Raymond Aron écrivait ces dimensions de la conscience historique. L'ère planétaire, c'est encore plus que l'histoire universelle, parce que c'est le moment où la planète devient un objet et un problème de l'histoire humaine. Mais moi, je voudrais recommander un livre tout à fait différent, qui est le livre du compositeur et musicologue Carole Beffa, qui s'appelle « L'autre 20e siècle musical ». C'est un livre dans lequel c'est une promenade à la recherche d'une tradition musicale qui n'est pas celle de l'atonalité, qui a un peu dominé la musique contemporaine, avec des compositeurs aussi différents que Maurice Ravel, Nadia Boulanger, Francis Poulenc, Steve Reich, John Adams, Vladimir Cosma. C'est une sorte de vagabondage amoureux magnifique qui permet de redécouvrir cette riche tradition d'une musique qui est restée tonale tout en étant savante, au sens où, au fond, il faudrait arrêter d'opposer atonalité et tonalité. Magnifique. Benoît Dutertre avait aussi publié, il y a déjà très longtemps, il y a au moins 15 ans, un livre là-dessus sur la manière dont une autre avant-garde avait été assassinée, si je puis dire, avait été écrasée, réduite à néant par un certain nombre de, de combinaisons politico-artistiques et qui avaient abouti à l'assèchement de cette autre. C'était extrêmement intéressant. Nicolas Bavrez. Pour prolonger cette émission sur l'Ukraine et le retour de la guerre en Europe, je voulais recommander le livre de Frédéric Ancel qui s'appelle « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle » et qui vient de paraître chez Odile Jacob. Ça correspond tout à fait aux thèmes qui ont été évoqués dans cette émission, puisque le Frédéric Ancel revient un peu sur qu'est-ce que c'est que les critères de la puissance aujourd'hui. Il fait un état des lieux de puissance et de la manière dont elle est déclinée par les États-Unis, la Russie, la Chine. Et il parle de l'Europe comme un objet de puissance non identifié. Et puis, il montre, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que le discours sur la fin des États était évidemment faux et erroné, mais à l'inverse, il est aussi dommage de ne pas tenir compte d'un monde qui est nouveau, on l'a rappelé, avec les sociétés, avec des acteurs non étatiques, avec des problèmes climatiques ou l'épidémie de Covid-19 qui ont montré qu'il y avait aujourd'hui aussi que la puissance, les États n'ont plus le monopole de la puissance et il y a d'autres acteurs aussi qui sont importants. Et donc ce livre pose toutes ces problématiques et c'est pour ça que je le trouve extrêmement intéressant à la lumière de cette actualité tragique. Mathias Fekl. Je conseille un livre que j'avais lu lors de sa sortie, ça devait être en 2015 ou 2016, donc sa publication date un peu, mais il est totalement et malheureusement d'actualité. C'est le livre de Michel Elchaninov, Dans la tête de Vladimir Poutine, qui retrace les influences intellectuelles, spirituelles, philosophiques, doctrinaires, administratives aussi, et bureaucratiques, qui ont forgé la vision du monde de Vladimir Poutine. C'est un livre extrêmement dense, court, relativement court, et qui, je crois, permet de comprendre l'homme à travers ceux qui l'ont influencé et ceux qui ont forgé
ce qu'aujourd'hui il est amené à mettre en œuvre. Nous avions été plusieurs à faire la louange de ce livre à notre micro. Ce livre de Michel Elchaninov a eu un succès tout à fait mérité et il a donné lieu à la création d'une collection qui s'appelle Dans la tête 2, publiée aux éditions Actes Sud, où on trouve aussi bien Mark Zuckerberg que Bachar el-Assad. Et c'était une collection que dirige Michel Elchaninov et qu'on peut aussi recommander. Nous préparons Dans la tête de Philippe Meyer. Oui, ça va. Je pense qu'un feuillet recto verso suffira largement. Au contraire, une collection entière. Sur ces fortes paroles, je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, Olivier Magloire, qui veille à notre plateforme de financement, Adrien Beccaria, qui a enregistré cette conversation, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent. Je donne aussi donc rendez-vous vendredi, le 4 à 18h, à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, pour une rencontre une causerie autour de la situation de la presse. Et sinon, rendez-vous dimanche prochain pour une émission en public à l'école alsacienne, pour laquelle vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà, depuis d'ailleurs déjà 3 semaines, sur notre site. Merci et à dimanche prochain.